Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche. Sagesse bouddhiste vous propose aujourd'hui une rencontre avec un jeune moine occidental, Damya Jampa, qui consacre sa vie au bouddhisme tibétain. Établi dans le nord de l'Inde, au monastère Sherabling de Situ Rinpoché, ce moine qui autrefois était infirmier est aujourd'hui très impliqué dans le dispensaire du monastère, mais aussi dans des études de philosophie tibétaine ainsi que dans des travaux de traduction. Ses engagements actuels résultent de sa rencontre avec Bokar Rinpoché et d'une longue période d'apprentissage de la langue tibétaine. Sagesse bouddhiste a pu rencontrer Damya Jampa lors de son dernier passage en France. C'était au temple de Kagyu Dzong, situé au bord du lac Daumesnil à Paris. Voici l'entretien de Damya Jampa avec Aurélie Godefroy. Damya Jampa, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré le bouddhisme dans la tradition tibétaine à l'âge de 18 ans. Vous vivez en Inde depuis une dizaine d'années, aujourd'hui au monastère de Palpung Sherabling, où vous occupez de diverses activités que vous allez nous raconter aujourd'hui. Alors, en fait, c'est très jeune, à la sortie de l'adolescence que vous avez rencontré le bouddhisme. Dans quel contexte plus précisément ? Quand j'étais adolescent, vers 14-15 ans, en fait, je lisais pas mal de livres sur la vie après la vie, sur la spiritualité, comme ça. Et un jour, j'ai rencontré cette notion du karma, qui était dire la relation de cause à effet. Et je me disais, bah oui, ça me semble logique que quelque chose que j'ai fait dans le passé, j'en reçois les conséquences dans le présent. Or, si en même temps, il y a plusieurs membres de ma famille qui sont bouddhistes et qui m'ont introduit à des lamas orientaux et des lamas occidentaux. Et c'est comme ça qu'en 94, j'ai pris refuge avec Lama Tsutrim, qui est un moine français. Ensuite, lui-même m'a envoyé à des maîtres qui vivent en Bourgogne. Et sous la direction de ces différents lamas, j'ai fait pas mal de petites retraites d'une semaine, de 10 jours, chaque fois que j'avais des vacances pendant mes études d'infirmier. Et puis un jour, j'ai fait une retraite d'1 an, puis une retraite de 6 mois. Et ça m'a permis aussi à cette époque-là de rencontrer plein de grands maîtres, comme la réincarnation du jeune Kalo Rinpoché qui m'a vraiment touché, parce que de voir à 4 ans cet enfant aussi éveillé, et des grands maîtres comme Saint-Étienne Drukchen et d'autres grands maîtres tibétains. Alors vous rencontrez ensuite Bokar Rinpoché, et là votre vie bascule, parce que vous lui demandez conseil en fait, et que vous dit-il ? Lorsque mon lama m'envoie en Inde pour recevoir les instructions de Bokar Rinpoché en 2001, j'ai rencontré l'incarnation de la perfection faite homme. Donc je me suis dit, ben voilà, il faut que je suive cette personne, il faut que je prenne conseil auprès de lui. Donc en 2002, je suis retourné en Inde et je suis allé lui demander qu'est-ce qui serait le plus utile pour moi pour me développer, pour être un meilleur être humain. J'avais beaucoup d'idées en tête, comme faire une longue retraite de 3 ans, comme me lancer travailler beaucoup pour sponsoriser des temples, etc. Et le dernier de mes souhaits, de mes possibilités, c'était d'apprendre un peu le tibétain, et c'est ce choix qu'il a fait pour moi. Alors vous rencontrez ensuite Situ Rinpoché, qui est aussi un maître qui a beaucoup compté pour vous, et qui compte encore d'ailleurs aujourd'hui beaucoup pour vous. Pourquoi est-ce que cette rencontre a été aussi essentielle dans votre vie ? Oui, Situ Rinpoché était un maître que j'avais déjà rencontré en France, à La Boulée. Et lorsque Bokar Rinpoché est décédé en 2004, je ne savais plus vraiment quoi faire. Je venais d'apprendre le tibétain pendant 2 ans. Donc je suis allé voir Thai Situ Rinpoché dans son monastère à Palpung Sherabling en Inde. Et je lui ai fait la requête de m'accepter, j'étais laïque à cette époque, j'étais pas moine, et de m'accepter comme étudiant dans son université monastique à Shedra. Et avec beaucoup de bonté, il m'a accepté. Il m'a ouvert les portes et il m'a dit tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu étudies ce que tu veux. Donc beaucoup de tolérance, et c'est aussi quelqu'un qui vous a donné confiance, je crois. Je ne savais pas comment aborder ce monde tibétain, parce que dans l'école où j'ai étudié le tibétain au début à Darjeeling, c'était essentiellement des occidentaux qui étaient avec moi. Là, tout à coup, j'étais un laïc de 28-29 ans qui arrivait dans un monastère tibétain avec, à cette époque, 90% de réfugiés qui arrivaient du Tibet. Donc le fait que Situ Rinpoché ne m'ait pas mis dans les règles monastiques, ne m'ait pas mis de pression, il m'a juste laissé libre d'étudier comme je le voulais et à mon rythme.
Et en même temps, il vous donne un conseil très exigeant, don't try, just be. Donc n'essaye pas, mais fais. Oui, ça c'est quand je suis devenu moine. Donc la deuxième année, après avoir passé une année de Chédra, donc je me suis dit que en fait c'est devenu naturel, hein, il n'y a pas eu un grand changement ou un choc. Je me suis dit, bah voilà, je suis avec des moines, je vais être moine, c'est ma voie. Et après avoir donné les vœux, je lui ai dit, voilà, Rinpoché, je vais essayer d'être un bon moine. Et il m'a dit, n'essaye pas, sois un bon moine. C'est-à-dire, ne te pose pas de questions, just be. Alors donc effectivement, vous prenez vos vœux de moine en 2006. Dans la foulée, vous vous occupez d'un dispensaire donc, qui se tient dans votre monastère. Alors c'est un dispensaire dans lequel vous êtes très impliqué encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que tout cela s'est passé? Parce que votre rôle a été quand même très important au sein de cet établissement. Oui, la première année, j'étais un petit peu l'étranger que tout le monde regardait. J'étais pas moine, je parlais à peu près, parlais très mal le tibétain. Et dès la deuxième année, mon tibétain a un peu progressé, je suis devenu moine. Et mes compétences d'infirmier en fait sont avérées très utiles. Très vite, ils m'ont donné les clés du dispensaire. Et la population aussi du monastère, ce sont des jeunes. Hein. Il y a très peu de multiples pathologies à gérer. Et le monastère, en fait, est un monastère qui est essentiellement consacré pour les moines du monastère. Il y a quand même 800 moines. Mais c'est ouvert aussi à toute la population et les soins sont entièrement gratuits. Donc tous les soirs, on ouvre de 5h jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de patients. Et un médecin, un très très bon médecin indien, vient 2 fois par semaine. Et les autres jours, c'est moi ou une équipe monastique qui est formée sur le tas au médical et on donne les soins. Je peux voir jusqu'à 20, 30 ou 40 malades par jour. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris le vœu, enfin l'engagement du moins, de ne refuser personne. Alors, est-ce que c'est suite à un épisode particulier ou... Oui, c'est toujours cet état d'esprit de toujours vouloir progresser, de vouloir être un meilleur être humain. Donc, il y a eu l'étape dont je vais étudier la philosophie bouddhiste, puis il y a eu l'étape dont je vais aider le monastère au niveau médical. Et un jour, j'avais toute la journée des gens qui venaient frapper à ma porte parce qu'ils avaient mal à la tête, parce qu'ils voulaient un médicament, parce qu'ils s'étaient fait mal à droite et à gauche. Et un jour, une après-midi, le dispensaire ouvrait à 5h30. Et à 5h15, il y a un Indien qui est venu frapper vraiment très très fort à ma fenêtre, à la porte, et il est rentré dans ma chambre sans que je l'invite à rentrer, et je l'ai vraiment envoyé balader. Je lui ai dit, attends un quart d'heure, 20 minutes, et à l'heure d'ouverture, je viendrai te donner les soins. Et quand je suis sorti, j'ai vu qu'il attendait sous la pluie depuis 20 minutes. Et je me suis dit, voilà, le pauvre, c'était un des travailleurs qui travaille sur les chantiers, donc il a déjà pas une vie qui est facile. Moi qui suis privilégié en étant moine, en pouvant... j'ai aucune difficulté physique, et simplement parce que je voulais être tranquille, je voulais me reposer, je l'ai fait attendre sous la pluie. Alors je me suis dit, non, si je peux faire quelque chose, autant que je prenne un engagement, l'engagement de jamais refuser un seul malade, ou de jamais de refuser une personne qui vient de me demander de l'aide, d'un point de vue médical. Je ne cours pas vers les gens, je n'essaie pas de chercher les malades, mais quand ils viennent vers moi, j'essaie de faire de mon mieux. De répondre présent. De répondre présent et puis de vraiment faire de mon mieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces études de philosophie que vous suivez depuis bientôt maintenant 10 ans, je crois? On imagine que ce n'est pas toujours évident, lorsque l'on vient d'Occident, de rentrer dans ces cursus de langue tibétaine. Oui, ça c'est très difficile. Les premières années... Je peux dire que la première année, quand Taisito Rinpoché me laisse rentrer dans le monastère, je me suis assis en cours. J'étais avec 35 réfugiés dans ma classe qui venaient d'arriver du Tibet sur 42 élèves. Il y avait quelques Bhoutanais, quelques Népalais. Et je n'ai rien compris, pas un mot de ce qui se disait en cours pendant un mois. Puis petit à petit, j'ai commencé à découvrir, à apprendre, à évoluer. Mais il a fallu que je persévère beaucoup, au moins la première année. Et il a fallu 3 ans pour que vraiment je sois à l'aise pour comprendre tout le contenu d'un cours, pour pouvoir vraiment participer activement aux cours, aux questions et aux débats. Mais en même temps, ces études, même si j'en comprends que 10% de ce qui se dit, c'est déjà 10% de bouddhisme, et c'est 10% de choses qui peuvent m'aider dans ma vie quotidienne, m'aider à me développer. Donc en fait, c'est un plaisir de faire ces études. Les études, c'est de la pratique. Et quelles ont été les principales difficultés? La principale difficulté, ça a été la langue. Comprendre les différents accents. C'est au Tibet, il y a les Kampa, il y a les Amdo, et j'ai eu essentiellement des profs Kampa, des Khenpo Kampa. Donc c'était essentiellement un niveau de langue, et puis aussi un niveau des horaires, parce qu'il faut commencer tôt le matin, on se lève à 5h du matin, ça peut durer jusqu'à 11h du soir. Et ça, c'est aussi une partie difficile des études philosophiques dans les monastères.
Alors, dans ce cadre, vous avez choisi de vous lancer dans une entreprise qui est une école et une association, je crois, de traduction. Alors, dites-nous de quoi il s'agit, parce que finalement, c'est un projet qui a pris beaucoup d'ampleur. Oui. Au début, j'ai commencé donc à étudier la philosophie et petit à petit, avec un ami qui s'appelle Nawan Cheney, on s'est rendu compte, qui était aussi dans le monastère avec moi à la même époque, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait beaucoup à faire pour améliorer les traductions. Les traductions actuelles en français et en anglais sont bonnes, mais il y a vraiment moyen d'améliorer et on a fait une petite enquête. On est allé voir des traducteurs et on a vu qu'il leur manquait des conditions pour faire de bonnes traductions, au moins des traductions d'un niveau équivalent à un niveau professionnel. Donc, en 2010 environ, on a décidé, enfin c'est surtout lui qui a pris l'initiative de créer une association à Dharamsala qui s'appelle Esukia. En tibétain, c'est Nangten Sishukang, pour créer toutes les conditions favorables pour les traducteurs. C'est-à-dire leur enseigner la langue parlée tibétaine pour leur permettre une meilleure communication avec des érudits, former aussi des Tibétains, des Khenpo ou des Geshe aux problèmes des traductions, et aussi donner des cours de bouddhisme, de façon à permettre de recréer, comme ça s'est passé au Tibet au début, lorsque les Lotsawa tibétains travaillaient avec les panditas indiens, c'est-à-dire les traducteurs et les érudits. Ils travaillaient ensemble, main dans la main, sur des projets de traduction. Le pandita enseignait le sens, et le traducteur le mettait en tibétain, le transcrivait en tibétain. Et on s'est dit, on peut faire la même chose pour nos occidentaux et les Tibétains. Il y a combien d'élèves aujourd'hui ? Alors, en 2 ans, on a eu plus de 560 élèves qui se sont inscrits. On a environ 150 élèves actifs. Une bonne centaine qui prennent des cours en ligne, parce qu'on a une école à distance, une école en ligne, et une 30-40 élèves qui sont en ce moment à Dharamsala en train de prendre des cours intensifs. Tous les cours sont faits sur la base individuelle, un prof, un élève, 7 heures, 8 heures par jour. Et en parallèle, on travaille sur développer des méthodes pédagogiques. Parce que tout est à faire à ce niveau-là, par contre. On imagine bien. Alors, vous côtoyez de nombreux maîtres, à la fois par vos travaux de traduction, vous l'avez dit, mais aussi dans votre vie personnelle. Qu'est-ce que ces maîtres vous ont apporté ? On imagine que vous avez dû recevoir beaucoup de choses. Oui, c'est des enseignements. À chaque maître, il y a un enseignement. Parfois, c'est l'enseignement que le maître est aussi un être humain. Et parfois, l'enseignement, c'est que le maître, il est un être humain, mais c'est aussi pas quand même un être humain ordinaire. C'est souvent une source d'inspiration, comme avec Bokar Rinpoche. Avec Bokar Rinpoche, lorsqu'il acceptait un entretien, si on lui demandait de faire des prières pour quelqu'un, tout de suite, il priait quelques secondes. Je lui demandais pas de faire des grands rituels. Et toujours présent, toujours à l'écoute. Et humble, très très humble. Et des maîtres comme Taisito Rinpoche, là par contre, c'est une inspiration totale sur comment se comporter quand tout va bien, comment se comporter quand rien ne va bien. Alors, Damien Jampa, pour terminer cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vos projets futurs ? Toujours essayer d'être un meilleur être humain. Ça, c'est vraiment le plus important. Le reste, c'est d'essayer justement, tout ce qui pourrait me permettre du matin au soir d'utiliser mes journées au mieux, c'est-à-dire continuer à méditer, continuer à étudier, continuer à servir les gens au quotidien, c'est-à-dire avec le médical, continuer ce travail de fond que l'on a commencé à Esukia pour créer les conditions favorables pour les traducteurs, comme la digitalisation des textes, des moteurs de recherche, en utilisant aussi des technologies modernes. Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment, Damien Jampa, de nous avoir fait partager votre riche expérience. Merci. Pour approfondir ce thème de l'engagement, nous vous proposons de lire d'autres témoignages. Tout d'abord, L'envol du silence de Dominique Marchal aux éditions Nil, préfacé par Mathieu Ricard. La voie du bouddhisme au fil des jours d'Olivier Rorich chez Albin Michel. Et puis Le bouddhisme, une philosophie du bonheur de Philippe Cornu aux éditions du Seuil. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.